Bonjour à tous, bienvenue pour ce hors-série consacré à l'Union Européenne et qui sera probablement le premier d'une série de vidéos. Alors, pourquoi sur l'UE, l'Union Européenne? D'abord parce que je crois que c'est tout à fait utile et pertinent dans le cadre de cette chaîne. Je rappelle que mon but, à ma petite échelle, c'est d'essayer de vous donner à tous une grille de lecture personnelle et accessible pour des sujets que je crois importants en société, comme mieux connaître notre cadre institutionnel, notre histoire, notre droit, etc. Ensuite parce que lorsque l'on parle d'Europe, et spécialement d'Union Européenne, on est souvent déconcerté, méfiant, perdu, car ça nous paraît être un machin titanesque, lointain et incompréhensible. Et pourtant, que ce soit au niveau institutionnel, démocratique, mais surtout juridique, avoir une connaissance minimale de l'UE est primordial, tant celle-ci peut influencer notre vie sans forcément que nous en ayons connaissance. Aussi serait-il intéressant de se demander quels sont ses pouvoirs, quelle est son architecture institutionnelle, son histoire, etc. Du coup, tentons aujourd'hui une brève approche historique de toute la construction européenne. Avant toute chose, il est bon de définir dans les grandes lignes ce qu'est l'UE. Déjà, c'est une organisation internationale, en ce sens que nous sommes en présence d'une association d'États regroupée par le biais d'un traité. Autrement dit, regroupés par un contrat entre pays pour poursuivre un but défini. Un tel regroupement peut donner naissance à une chose distincte des États qui le composent, une chose qui peut même être dotée de la personnalité juridique. Si cette notion vous rebute, j'y ai consacré une brève de droit, alors n'hésitez pas à la visionner. Et donc, pour poursuivre ce pourquoi elle a été instituée, cette chose nouvellement créée peut être composée d'organes, de comités, et administrée par des personnes, au besoin en transférant des compétences provenant des États membres. L'UE est donc, nous le verrons, une organisation internationale inédite, qui opère en Europe, bien que les délimitations géographiques puissent être sujettes à discussion. On dit d'elle qu'elle est sui generis, de son propre genre, c'est-à-dire qu'on ne peut la classer dans une catégorie préexistante. Sa création donne naissance à une catégorie dont elle seule, pour l'heure, est la représentante. D'abord, l'idée d'une association entre États européens est ancienne. En regardant ça et là sur Internet, j'ai remarqué que nombre de penseurs avaient imaginé la chose au fil des siècles. L'exemple qui m'avait marqué plus jeune était l'ambition affichée par Victor Hugo lors du Congrès de la paix de 1849. Celui-ci rêve, au cours d'une envolée lyrique, de l'avènement d'une grande fraternité européenne pour sceller la paix entre les pays du continent et parle même d'États-Unis d'Europe. Mais c'est bien sûr au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que la construction européenne va s'accélérer et se concrétiser. Mettront du cœur à l'ouvrage des protagonistes aux origines fort différentes, aussi bien des hommes et femmes politiques que des résistants ou d'anciens déportés. Comme personnalité notable, citons notamment l'anglais Winston Churchill, l'allemand Konrad Adenauer, le belge Paul-Henri Spaak ou encore les français Robert Schuman et Jean Monnet. Nous nous pencherons plus en détail sur les institutions actuelles de l'UE dans une future vidéo. Après cette longue introduction, voyons enfin, étape par étape, les moments clés de la construction européenne. C'est parti. Bon, déjà, il faut garder à l'esprit que nous sommes dans la rude période de l'après-guerre. Les populations européennes sont choquées de la barbarie du conflit récemment terminé, vivent au milieu des ruines et connaissent la pénurie. Aussi semble-t-il évident pour Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères, de présenter en 1950 un plan visant à mettre en commun les industries du charbon et de l'acier des pays d'Europe de l'Ouest. Il déclare « L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. »
C'est ainsi que l'année suivante, 6 pays signent un traité pour mettre en commun la gestion de ces industries, qui sont bien sûr importantes pour le milieu civil, mais aussi et surtout pour le milieu militaire. Il s'agit de l'Allemagne, à l'époque Allemagne de l'Ouest, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Il arrive parfois que l'on regroupe ces 3 derniers pays sous l'appellation Benelux. L'idée qui préside à cette association, c'est que la mise en commun du charbon et de l'acier neutralisera tout risque que les parties au traité ne se fassent la guerre. Naît alors la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Elle rentre en vigueur le 23 juillet 1952 pour une durée de 50 ans. De ce fait, on met en place un marché commun du charbon et de l'acier entre les 6 États. Quand on parle de marché commun, il faut comprendre la mise en place d'un marché intérieur sans frontières, marché qui correspond au territoire des pays membres du traité et au sein duquel les obstacles techniques, juridiques ou encore bureaucratiques sont allégés, voire supprimés. Pour la première fois, nous avons une organisation basée sur des principes résolument supranationaux, avec la mise en place d'institutions qui dépassent l'échelon étatique. D'abord, la haute autorité. Il s'agit de l'organe décisionnel de la CECA, qui est en gros l'ancêtre de la Commission européenne, qui apparaîtra plus tard. En appui de la haute autorité est établi un comité consultatif pour représenter la société civile. Existe en outre un Conseil des ministres qui regroupe les représentants des 6 pays, une assemblée composée de membres désignés par les parlements nationaux et même une cour de justice chargée de trancher les litiges éventuels. Avec le temps, la CECA perdra de son importance, que ce soit avec la baisse de consommation du charbon ou bien la mise en place de traités d'importance supérieure. Toujours est-il que sont désormais posés les fondements d'une association poussée entre États européens, et ce n'est que le début de l'aventure. Le lancement de la CECA étant un succès, les europhiles de l'époque considèrent qu'il faut désormais mettre en place un projet plus ambitieux encore. Pourquoi pas créer une armée commune européenne, notamment pour se prémunir en cas d'invasion soviétique? Un tel projet ne verra cependant pas le jour. Les thématiques de défense sont trop proches des questions de souveraineté, ce qui est compliqué. De plus, cela pouvait paraître comme précipité. Par ailleurs, la population est en partie réticente à voir l'Allemagne se réarmer et la guerre froide se détend légèrement. En France, le traité sera donc rejeté sans qu'on ne discute le texte. Les parlementaires ont choisi de ne pas débattre sur ce sujet. La CED n'est donc plus d'actualité. Pour autant, la construction européenne ne s'arrêtera pas là, puisque l'un des traités les plus importants sera mis en place. Le 25 mars 1957 est signé le traité de Rome instituant la CEE, la Communauté économique européenne. Les 6 pays fondateurs étendent leur coopération à d'autres secteurs économiques. À la même époque est également signé le traité Euratom. Il vise notamment à développer l'industrie nucléaire civile européenne et à coordonner les différents programmes de recherche des pays membres. Je le mets volontairement de côté pour cette vidéo. Ces 2 traités rentrent en vigueur en 1958 et c'est à partir de là que nous rentrons dans le cœur de la construction européenne. Sont partis au traité les mêmes pays que pour la CECA. À l'époque, nous ne parlons toujours pas d'Union européenne, mais le traité CEE va en jeter les fondations. À partir de 1958, existent donc 3 communautés côte à côte, CEE, CECA et Euratom, la plus importante étant la CEE. Celle-ci a pour ambition d'accroître l'intégration des pays dans une structure supranationale. 4 libertés seront mises en place progressivement. La libre circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services. Pour ce faire, l'on va notamment travailler à abolir des restrictions douanières entre les pays membres. On considère que la solidarité économique engendrera un rapprochement politique. La CEE a ses propres institutions, telles que la Commission,
le Conseil des ministres, ou encore une assemblée parlementaire qui deviendra le Parlement européen, commun aux 3 communautés et composé de parlementaires nationaux. Il existe aussi la Cour de justice de Luxembourg, aussi commune aux 3 communautés. L'organe décisionnel n'est pas la Commission, mais le Conseil des ministres. Tout ceci ne sera pas figé puisque la CEE va régulièrement se mettre à jour afin d'améliorer son fonctionnement. Par exemple, en 1965, avec le traité de Bruxelles. À cette occasion, les exécutifs des communautés sont fusionnés, question de simplification. Désormais, il y a une seule commission et un seul conseil des ministres pour les 3 communautés. Puis vient ce que l'on appelle le compromis de Luxembourg. Le traité de Rome prévoyait initialement qu'à partir de 1966, les décisions au sein du Conseil devaient être adoptées non plus à l'unanimité, mais à la majorité qualifiée, pour gagner en souplesse décisionnelle. Sauf que cela impliquerait qu'une décision d'importance, qui serait controversée, puisse être adoptée au détriment d'un ou plusieurs États membres. Par exemple, la France, au sujet de l'agriculture. Possibilité qui va rebuter le général de Gaulle. En désaccord avec ce changement, le président de la République décide alors la politique dite de la chaise vide. Pendant des mois, les représentants français ne siègent plus au sein des organes institutionnels de la CEE, ce qui, du coup, bloque leur fonctionnement. Pour débloquer la situation, les États vont signer le 30 janvier 1966 le compromis de Luxembourg. En bref, on adopte bien le régime de la majorité, mais si un État considère qu'il sera lésé par une décision beaucoup trop importante, il invoquera le compromis et les États membres statueront alors à l'unanimité. Un simple veto pourra alors tout bloquer. Une telle revendication, qui défend une position purement nationale, est alors un frein significatif à plus d'intégration européenne, au sens de contribuer à davantage modeler une entité supranationale. Quant au nombre d'États membres, le premier élargissement a lieu en 1973 et concerne le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark. Vient ensuite la Grèce en 1981, suivi par l'Espagne et le Portugal en 1986. Pour ces 3 derniers pays, il y avait notamment l'idée de parfaire leur fonctionnement démocratique après des années de régime autoritaire. Par la suite est signée en 1986 la première grande modification des traités, l'Acte unique européen, impulsé par le président de la Commission, Jacques Delors. De nombreuses mesures sont proposées pour parfaire le marché intérieur. L'Acte unique européen augmente le nombre d'hypothèses où le Conseil peut statuer à la majorité qualifiée et institutionnalise le Conseil européen, c'est-à-dire la réunion des chefs d'État. Il renforce en outre le pouvoir du Parlement et encourage les États membres à adopter une politique étrangère commune. Il est donc remarquable que l'on franchit un cap supplémentaire en matière d'intégration. Mais la construction européenne est encore loin d'être consolidée. Ah, le traité de Maastricht, ou Maastricht. Si comme moi vous êtes passionné d'histoire politique française, il est certain que ce traité a retenu votre attention, puisque celui-ci a particulièrement animé la classe politique d'alors. Il a notamment été rejeté au Danemark. Ça semble évidemment lointain et abstrait aujourd'hui, mais à l'époque, la question du oui ou du non à Maastricht a divisé la société française en 2 camps plutôt équilibrés. En témoigne d'ailleurs la victoire finale du oui à seulement un peu plus de 50%. Peut-être aura-t-on l'occasion de développer cet épisode sur la chaîne. Bon, et ce traité, quels sont ses apports? Eh bien déjà, il crée l'Union européenne. Il met en place une structuration par pilier. Le premier pilier est composé des 3 communautés, des 3 organisations, donc CK, CEE et Euratom. C'est le pilier communautaire. L'Union européenne n'a pas de personnalité morale à ce stade, contrairement à chacune des communautés qui la possèdent. En termes de fonctionnement, la Commission provoque les actes, le Conseil les adopte, la Cour de justice les contrôle. Le deuxième pilier concerne les questions de politique étrangère et de sécurité commune,
avec un processus décisionnel intergouvernemental à l'unanimité. Il en est de même pour le troisième pilier qui concerne la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Avec ce traité de Maastricht, le rôle du Parlement européen est encore accru et on augmente le recours du vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil. De plus, le traité instaure l'union économique et monétaire. Cette union implique que les États coordonnent leur politique économique et respectent des règles de discipline financière et juridique. L'idée est de créer à terme une monnaie unique. Ce sera l'euro qui sera effectivement introduit en 2002 dans une large partie de l'UE. Ajoutons aussi que Maastricht institue une citoyenneté européenne qui se superpose à la citoyenneté nationale. Cette nouvelle citoyenneté permet entre autres de circuler et résider librement dans l'Union européenne, ou de voter et d'être élu pour les élections européennes et municipales dans l'État où l'on réside. Avec du recul, l'on comprend mieux pourquoi l'adoption de ce traité a tendu les populations concernées, puisqu'il accentue significativement l'intégration des États membres. C'est vrai que ça ressemble de plus en plus à un vrai État. En effet, il est un progrès notable pour les europhiles, mais pour les eurosceptiques, c'est une menace pour l'indépendance nationale. Par ailleurs, le quatrième élargissement de l'UE interviendra en 1995 et concernera l'Autriche, la Suède et la Finlande. Disons que ce traité est essentiellement un traité d'ajustement et ne vise pas à révolutionner l'Union européenne. Il s'agit ici de mieux préparer l'Union à un élargissement majeur. Au sein du Conseil des ministres, on renforce la majorité qualifiée et on amoindrit encore l'adoption à l'unanimité. On renforce aussi les pouvoirs du président de la Commission et on limite au Parlement européen le nombre d'eurodéputés à 732. Surtout, le Conseil européen va faire une proclamation officielle de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Mais c'est purement déclaratif puisque cela n'a pas d'effet juridique contraignant pour les États membres. Mais, en annexe du traité de Nice, se trouve une déclaration expliquant qu'un nouveau débat sera prochainement ouvert sur l'avenir de l'Union. Une convention sera créée pour le préparer, rassemblant une centaine de personnes, en grande partie issues des institutions européennes. Convention présidée par l'ancien président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing. Cela va aboutir à un projet de traité établissant une constitution pour l'Europe, signé en 2004 par les chefs d'État et de gouvernement à Rome. Le projet est soumis au peuple français par référendum en 2005, pour être majoritairement rejeté. C'est d'ailleurs à ce jour le dernier référendum en France. En parallèle, un élargissement significatif a lieu entre 2004 et 2007. Il concerne Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, la Bulgarie et la Roumanie. Pour nombre de ces pays, il y a notamment l'idée de les intégrer et d'essayer de complètement les sortir du communisme après des décennies sous influence soviétique. Mais revirement en 2007. En France, Nicolas Sarkozy est le nouveau président de la République et souhaite relancer le processus d'intégration. Une conférence intergouvernementale est convoquée en juin pour qu'elle adopte un nouveau traité qui reprendrait l'âme du projet de 2004. Pour ne pas trop créer la polémique, les éléments à caractère trop étatique sont écartés. Au final, cela va conduire au traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007 par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union. La plupart des États choisissent la voie parlementaire pour la ratification, l'acceptation, plutôt que le référendum. Si en France le mode de ratification du dit traité fait débat, il n'en est rien dans certains pays comme l'Irlande où la loi prévoit l'obligation d'un référendum dans ce cas de figure. Et pour faire bref, l'Irlande notamment répond dans un premier temps par la négative, ce qui sème le doute au sein de l'Union.
Aussi, des garanties lui sont octroyées et le résultat se révèle au final positif après un second référendum. Le traité entre donc en vigueur le 1er décembre 2009. Au final, retenons qu'il y a véritablement 3 traités entre guillemets structurels qui s'appliquent dans le cadre de l'Europe. Le traité de Rome, rebaptisé TFUE, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le traité de Maastricht, rebaptisé TUE, traité sur l'Union européenne. Et toujours notre traité Euratom de 1957. La CECA, prévue pour 50 ans, a expiré en 2002. Souvenons-nous que Maastricht avait mis en place ce complexe fonctionnement par piliers. Avec Lisbonne, il est supprimé et on en profite pour doter l'Union européenne de la personnalité juridique. C'est un point notable puisque l'Union, en tant que personne morale, peut désormais conclure par elle-même des traités. Au passage, il y a notamment la création du poste de président du Conseil européen, élu pour 2 ans et demi. La BCE, la Banque centrale européenne, devient une véritable institution et le rôle du Parlement européen est accru. Autre point notable, la fameuse charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, jadis purement déclarative, est désormais intégrée dans le droit de l'Union européenne et acquiert une valeur juridique contraignante, s'imposant ainsi aux États membres. L'ultime élargissement de l'Union concernera la Croatie en 2013. Évidemment, le Royaume-Uni a quitté le navire il y a quelques années. Bon, je suis passé outre le traité d'Amsterdam et j'aurais également pu vous citer le mécanisme européen de stabilité ou encore le traité de discipline budgétaire, mais je ne souhaite pas rallonger la vidéo qui touche à sa fin. Au final, on remarque que si nombre d'acteurs ont contribué à la construction européenne, qui se poursuit encore de nos jours, il y a différentes tendances qui l'animent. Certains veulent pousser l'intégration jusqu'à fonder un authentique État qui supprimerait les États membres, d'autres sont plus modérés et souhaitent juste une coopération approfondie sans abandon total de souveraineté. Ce hors-série est terminé, merci de l'avoir visionné. En vous racontant son histoire, j'espère que je serai parvenu, même un peu, à vous donner une meilleure connaissance de cette chose a priori nébuleuse qu'est l'Union européenne. Dans une prochaine vidéo, j'espère pouvoir vous éclairer ce coup-ci au sujet des différentes institutions de l'Union pour ainsi mieux vous faire comprendre son articulation institutionnelle. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.